Question 8. L'heure du décollage est prévue pour 14 heures. Votre instructeur vous demande de déterminer la quantité de carburant minimale à prévoir. Vous devez, en plus de ce carburant nécessaire, ajouter une marge minimale de A. 30 minutes de vol en régime croisière, B. 20 minutes de vol, C. 45 minutes de vol, D. 60 minutes de vol. La réponse à cette question est la réponse A. Il faut toujours prévoir 30 minutes de vol en plus en régime de croisière. Question 9. Pour ce vol d'instruction, vous allez prendre un avion ayant déjà été utilisé par 3 autres pilotes dans la matinée. A. La visite prévol est donc inutile. B. La visite prévol doit être réalisée obligatoirement par le chef mécanicien qui n'est pas votre instructeur. C. La visite prévol doit être réalisée par votre instructeur. D. En tant qu'élève pilote, vous êtes le seul responsable de la visite prévol. Une visite prévol doit être effectuée avant chaque vol. En tant qu'élève, la responsabilité est à l'instructeur de réaliser cette prévol en votre présence pour que vous puissiez apprendre à la faire correctement, puisque c'est nécessaire. Question 10. Au décollage de Péronne, votre instructeur vous demande d'être vigilant vis-à-vis des aéromodèles évoluant à proximité de l'aérodrome. En France, la fédération qui gère les aéromodèles est la A. FFAM, B. FFA, C. FFVV, D. FFVL. Reprenons tous ces symboles. La FFAM est la Fédération française d'aéromodélisme. La FFA est la Fédération française d'aéronautique. La FFVV est la Fédération française de vol à voile. La FFVL est la Fédération française de vol libre. La réponse à cette question est donc la réponse A. Question 11. Après avoir pris le cap à destination d'Amiens, votre instructeur vous parle du cheminement. Cette méthode consiste à A. Suivre uniquement les autoroutes, B. Suivre les indications du GPS, C. Suivre le chemin communiqué par le contrôle aérien, D. Suivre des repères, sols caractéristiques. Il y a 2 méthodes pour naviguer. Il y a la méthode que l'on appelle la méthode de cheminement, qui consiste à suivre des repères sols caractéristiques, des autoroutes, des cours d'eau, des voies ferrées, des grandes routes. Et l'autre méthode, c'est celle qui s'appelle à l'estime, où là, on va pouvoir, grâce à la carte, tracer un trait entre les 2 aérodromes et puis prendre des points de repère et vérifier que nous arrivons à ces points de repère au bon moment et que nous sommes sur la bonne trajectoire, sans forcément qu'il y ait des repères sol caractéristiques. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse D. Question 12. À mi-chemin, vous apercevez une montgolfière devant vous, légèrement sur votre gauche, et à la même altitude. Sa trajectoire converge vers la vôtre. A. La priorité à droite impose pour la montgolfière de changer son attitude de vol. B. Vous utilisez votre phare d'atterrissage pour prévenir la montgolfière de votre arrivée. C. La montgolfière est prioritaire et vous devez modifier votre trajectoire pour l'éviter. D. Vous êtes réglementairement prioritaire et vous maintenez votre trajectoire. La montgolfière est beaucoup moins maniable. Elle sera donc prioritaire par rapport à votre aéronef. La réponse à cette question est la réponse C. On va toujours privilégier l'aéronef qui a la moins bonne maniabilité. Question 13. En vol, si la météo devait se dégrader fortement devant vous, votre instructeur pourrait vous conseiller de A. Faire demi-tour, B. Maintenir votre trajectoire en espérant que cette dégradation ne soit que passagère, C. Descendre rapidement pour voir le sol,
D. Maintenir votre trajectoire en découvrant les bases du vol aux instruments. Là encore, je répète, nous volons en mode VFR, en vue du sol, en dehors des nuages. Donc en aucun cas, on va se laisser tenter à l'utilisation des vols aux instruments. Descendre rapidement pour voir le sol peut être dangereux, puisque la masse nuageuse peut tout à fait être très proche du sol. Et donc là, c'est un risque vraiment très important. Maintenir la trajectoire en espérant que la dégradation ne soit que passagère, non. Il faut toujours anticiper. Si la météo se dégrade, ici, nous allons choisir de faire demi-tour. Question 14. Au bout de 10 minutes de vol, vous ressentez des nausées. Votre instructeur vous tend un sac à vomi que vous ne tardez pas à utiliser. Vous êtes victime A d'un conflit vestibulo-visuel, B d'une otite barotraumatique, C d'une hypoxie, D d'une embolie pulmonaire. La réponse à cette question est la réponse A. Question 15. À proximité d'Amiens, vous apercevez la ville de Villers-Bretonneux. A. Vous pouvez la survoler à moins de 150 mètres pour saluer les habitants. B. Vous pouvez la survoler en vous maintenant exactement à 150 mètres au-dessus des habitations. C. Vous devez obligatoirement éviter de la survoler. D. Vous pouvez la survoler mais à une altitude minimale dépendant de l'étendue de la ville. En effet, ici, nous n'avons aucune information sur l'étendue de la ville. Et pourtant, les hauteurs de survol minimales sont associées à la largeur des agglomérations. En effet, un cercle jaune correspondra à une hauteur minimale de 1700 pieds, une agglomération de largeur moyenne entre 1200 et 3600 mètres, la hauteur minimale correspondra à 3300 pieds, et pour une agglomération de largeur supérieure à 3600 mètres, la hauteur minimale sera de 5000 pieds. La ville de Paris est pour elle interdite de survol. Donc la réponse à cette question est la réponse D, par manque d'informations et puis aussi par association d'idées, puisqu'effectivement on ne peut pas survoler une ville comme on le souhaite pour saluer des habitants ou pour survoler une habitation que l'on connaît. Il faut regarder les couleurs associées aux villes sur la légende de la carte aéronautique. Question 16. Sur le document D2, la carte VAC indique deux valeurs pour le tour de piste situé au nord de l'aérodrome. 1200 pieds et entre parenthèses 1000 pieds. A. 1200 pieds et 1000 pieds pour le même calage QNH. B. 1200 pieds et 1000 pieds pour le même calage QFE. C. 1200 pieds pour le calage QFE et 1000 pieds pour le calage QNH. D. 1200 pieds pour un calage QNH et 1000 pieds pour un calage QFE. Avant de répondre à cette question, nous allons faire quelques rappels. Une carte VAC signifie Visual Approach Check. C'est une carte qui nous permet d'apprendre et d'appréhender et d'anticiper les lieux. Effectivement, nous avons sur cette carte l'indication ici 1200 et 1000. Effectivement, ça correspond ici à l'utilisation du tour de piste. Quelques rappels sur le calage QNH et le calage QFE. Le calage QFE, c'est un calage qui prend comme référence le sol. Le calage QNH prend comme référence le niveau de la mer. Ici, dans le tour de piste, nous sommes toujours à 1000 pieds sol. Donc 1000 pieds par rapport au calage QFE. Le 1200 pieds va correspondre, lui, à un calage QNH. Donc la réponse à cette question est la réponse D. 1200 pieds pour un calage QNH par rapport au niveau de la mer et 1000 pieds pour un calage QFE qui correspond par rapport au sol. Le tour de piste, généralement, se fait à 1000 pieds sol. Question 17. Avant d'intégrer le tour de piste, vous effectuez un survol de l'aérodrome pour observer la manche à air qui indique A. Le numéro de la piste en service, B. Le sens et la vitesse du vent,
C, le sens d'atterrissage, dos au vent, D, la température de l'air. Effectivement, lorsqu'on arrive sur un aérodrome non contrôlé, il faut effectuer un survol de cet aérodrome, bien évidemment, bien au-dessus de l'altitude ou de la hauteur du tour de piste. Pourquoi? Eh bien, pour vérifier dans quel sens va le vent, pour voir sa vitesse. Ça va nous indiquer quoi? En aucun cas, ça va nous indiquer la température de l'air. Ça pourrait nous indiquer le sens d'atterrissage, mais en aucun cas dos au vent. On va atterrir et décoller face au vent. Cela va nous indiquer le sens et la vitesse du vent. Ça nous permettra de savoir quelle piste on va utiliser pour pouvoir atterrir. La réponse à cette question est la réponse B. Question 18. Vous allez vous poser sur la piste 12. Les caps à suivre dans le tour de piste situé au nord de l'aérodrome sont successivement soit la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Regardons un petit peu ce tour de piste. Effectivement, si nous souhaitons nous poser en piste 12, c'est-à-dire comme ceci, nous allons en finale aller vers le 120e degré. Nous pouvons constater que seuls les différents caps à suivre, le seul qui se termine par 120, c'est le A. La réponse à cette question est la réponse A. Question 19. Dans le tour de piste, lorsque vous vous trouvez parallèle à l'axe de la piste, votre position est soit A, l'étape de base, B, le vent debout, C, vent arrière, D, vent de travers. Regardons pour cela les différentes étapes d'un tour de piste. Après une mise des gaz, on va avoir ce que l'on appelle la vitesse de rotation. Nous allons donc tirer sur le manche de sorte à être en montée initiale. Ici. Ensuite, nous allons ici être dans ce que l'on appelle le vent traversier. Puis, nous allons être parallèle à la piste, ce que l'on appelle la vente arrière. Puis, nous allons être dans les dernières étapes, ici l'étape de base, le dernier virage et la finale, puis la course finale. La réponse à cette question est donc la vente arrière. Question 20. Votre instructeur vous annonce que vous allez bientôt pouvoir obtenir votre licence de pilote privé, mais vous devrez toutefois attendre d'avoir A. 15 ans, B. 16 ans, C. 17 ans, D. 18 ans. La réponse à cette question est la réponse C. Vous pouvez obtenir votre licence de pilote privé à partir de 17 ans. Vous pouvez être lâché seul en avion à partir de 15 ans.